Ça y est, c'est revenu chez moi. Je pense qu'on est bon. Euh, Ah, c'est black maintenant. Tadam, tadam, tin, 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 tin. C'est tout cassé. Peut-être que vous m'entendez encore. Est-ce que vous m'entendez encore? Sinon, moi, je vais régler ça, hein. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai l'impression que c'est bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez quoi à l'image? Vous avez quoi à l'image? C'est revenu. Non, bah écoutez, moi je vais. Parce que moi de mon côté ça fonctionne. Je vais vous régler ça, hein. Je vais vous régler ça. Je vous mets en pause. Je vous mets en petite pause rapide. Hop, voilà. Je vais tout vous réparer moi. Alors, retest. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous avez le son? Ouais, ça va? Vous me dites. Ce qui est marrant, c'est que moi sur mon OBS, mon logiciel de streaming, je vois impeccable, mais j'ai plus le retour du stream. Je regarde juste vos réacts pour voir si c'est OK, si ça marche. Bon, ça marche très très bien. Vous me dites, bon, OK, je suis le chat, hein, euh, je vais juste réouvrir mon retour antenne parce qu'en fait, je vais juste rafraîchir ça. Hop, bougez pas. C'est notre premier bug depuis quelques jours. C'est bien, ça m'entraîne à gérer les situations de crise, suspense. Longtemps, je m'étais pas servi de ça. Euh, voilà. Ça marche toujours pas. Ah, ok. Moi, j'ai le retour de l'antenne. Vous me confirmez que c'est ok, on y va? Allez, on y va. Donc, on continue de voir la presse en région, c'est revenu impeccable. Bon, finalement, ça ne nous a pas arrêté longtemps. Regardez cette une, parce qu'on va beaucoup parler de ce monsieur, Pierre Cardin. Pierre Cardin, qui est salué par beaucoup d'articles ce matin, ce grand créateur de mode. Alors, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas forcément, il a été beaucoup plus célèbre, connu dans les années 50, 60. Je vous mets la tablette, effectivement, parce que je t'ai passé sur la caméra. Voilà, Pierre Cardin, ici, en habit d'académicien, manifestement. On va rendre hommage, hein, ce matin à Pierre Cardin parce qu'il y a des papiers dans la presse nationale, vous verrez, vraiment intéressants sur le personnage parce que c'était un sacré personnage. Pierre Cardin, à la une, bah regardez, l'Est républicain vers une extension du couvre-feu, on en a parlé, ok, on est dans l'Est du pays, donc on en parle beaucoup. Le journal de Saône-et-Loire, couvre-feu à 18h, vous voyez, ah bah oui, on est dans la vie quotidienne des gens là, ça va vraiment être très impactant, donc on en parle. Le journal du Centre, l'histoire de l'INSEE, le recensement, est-ce que la Nièvre peut se repeupler? La Nièvre, c'est intéressant d'ailleurs. Le journal du Centre nous explique ce matin que c'est le département de France qui, avec la Martinique, perd le plus d'habitants. Alors le journal se demande par exemple ce matin si bah il y a des solutions. Comment on peut repeupler la Nièvre? Vous n'avez pas envie d'aller habiter dans la Nièvre? Vous n'avez pas envie d'aller repeupler la Nièvre? Petit sondage rapide là, la Nièvre. Est-ce que vous voulez aller est-ce que vous voulez pas aller aider la non, vous voulez pas ou la Martinique ou la Martinique ou la Martinique. Ça marche aussi. Tin, 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 tin. Ah, Midi Libre. Alors ça, c'est une, on va s'arrêter dessus. On va s'arrêter dessus. Vous voyez ce titre, un réveillon sans concession. Sur le coup, je me suis dit, bon ben ouais, bon, réunion sans concession, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le journal est allé voir des habitants de la région qui disent, bah, écoutez, moi, les mesures sanitaires, les précautions, là, le réveillon, no way. J'ai pas envie de m'embêter avec le masque, le nombre maximum de convives. Réveillon sans concession. Donc, le Midi Libre écrit ce matin, et ils disent pourquoi ils braveront demain les consignes de prudence comme 25% des Français. Manifestement, il y a une enquête, il y a un sondage qui dit que 25% des Français vont pas prendre de précautions pour cette soirée du réveillon. En mode, bah, on a envie de s'éclater, on a envie de faire la fête, on a envie de... Vous êtes 15 000, mais c'est pas possible. C'est Europe 1 qui vous a boosté comme ça? Je vais faire un rendez-vous avec Europe 1 tous les matins. Vous êtes 15 000? Mais c'est impossible. C'est incroyable. 15 000! Il y a un bug, c'est pas possible. Ah, ça a baissé là. Ça passe de 15 000 à 7 000. C'est bizarre, c'est bizarre. J'aurais pas dû parler des 15 000. Et donc c'est étonnant, un quart des Français qui disent ben non, 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 moi je veux pas faire attention. Alors ça, on fait ce qu'on veut, ou pas.
Et si après les fêtes, la courbe des contaminations repart en très forte hausse, on pensera peut-être à cette une du Midi Libre et à ces Français qui ont décidé que de leur côté, il n'y avait pas d'effort à faire. Voilà, moi j'en dis pas plus, je suis un spectateur de ça, je ne suis pas forcément un commentateur de toutes les actualités. De quoi je peux vous parler ce matin? On continue avec la presse en région. On parle beaucoup, on en a parlé, de l'INSEE, voilà, Pierre Cardin, l'hommage dont je vous parlais, il est par exemple à la une de la Provence. Alors il faut dire que Pierre Cardin était très attaché à la région. Alors, très attaché par le cœur et puis aussi par les investissements. On en parlera d'ailleurs parce que c'était un créateur de mode, mais c'était aussi un businessman. Et cet amoureux de la Provence, nous rappelle la Provence ce matin, va laisser une trace indélébile, notamment à Lacoste. Lacoste, c'est une communauté dans le Vaucluse dont il était tombé amoureux. Il y avait créé un festival dédié au théâtre, à la danse, à l'opéra. Il avait racheté le château du Marquis de Sade, le sulfureux Marquis de Sade. Et puis il y avait eu polémique aussi. D'ailleurs, il y avait un documentaire qui avait dénoncé ça à la télévision il y a quelques temps, qui a eu beaucoup de succès. Parce que dans la rue principale de Lacoste, donc, il avait acheté plein de maisons. Et puis progressivement, en fait, la ville s'était vidée de ses habitants, en quelque sorte, et c'était un peu muséifié. Donc en voulant, a priori, faire le bien, Pierre Cardin avait un petit peu fait des bêtises. Enfin, en tout cas, c'est ce que disait ce documentaire qui a fait couler un petit peu d'encre à l'époque. Je vous montre encore une ou deux. Une en région pour vous montrer que vraiment cette histoire de couvre-feu à 18h, elle intéresse beaucoup vos journaux parce que je pense qu'elle va impacter beaucoup la vie au quotidien des habitants de ces régions. Et on a vu avec le Midi Libre ces Français qui ont décidé de ne pas faire d'efforts le soir du réveillon, de prendre des risques. Bon, c'est le risque et péril. Le problème, c'est que c'est pour eux, mais c'est aussi pour leurs proches. Et à l'inverse, il y a la Voix du Nord, regardez, ce matin, qui donne à ses lecteurs, c'est tout mignon, 10 conseils pour un réveillon sans risque. Voilà, combien de personnes on peut recevoir, quelles sont les mesures sanitaires qu'on peut prendre à table, le masque, tout ça. Voilà, donc ça c'est pour le petit passage en revue de la presse en région. Je vais pas plus loin parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer dans la presse nationale qu'on va être ensemble, ça va être énorme. Ce matin, je sais pas jusqu'à quelle heure on va rester ensemble, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors, je range ma tablette. Vous avez vu que ce matin, ça y est, il y a café. Hier, c'était panne de café. Le thermos oublié à la rédaction de France Info. La machine à café en plein détartrage à la maison en arrivant. Pas de café. Catastrophe. Donc là, j'ai mes cafés. Je viens d'en siffler un. Je vais chercher le deuxième. Bougez pas. Je vous mets une petite musique. Ça va être la musique café. Tiens, je vais inventer ça. Quand je vais boire un peu de café, je vais vous mettre ça. Non, pas de soucis, c'est de la musique libre de droit, vous inquiétez pas les gars. J'ai tout prévu. Yes, ce sera notre musique café, rien qu'à nous, c'est libre de droit, on se fait plaisir. Vous aussi, vous avez droit à un petit café, je vous surveille pas, vous pouvez aller prendre un petit café. On y va? Oh là là, je balade mon micro. Un vrai DJ, folie. Bon, c'est parti. Alors, il y a des jours où là. Hier, j'ai trouvé que dans la presse, il n'y avait pas des milliards de trucs à lire. Enfin, il y avait plein de choses, bien sûr, mais c'est comme une moisson. Parfois, il y a plus ou moins de choses. Hier, on a streamé. J'avais 1h15 de choses à vous dire. C'est plus sympa que une revue de presse traditionnelle en télé ou en radio où on parle entre 3 et 6 minutes, 1h15. Mais là, ce matin, je peux vous parler pendant des heures parce qu'il y a des choses vraiment passionnantes dans vos journaux. C'est parti, on commence avec l'opinion. Il y a deux choses, il y a les morts au Mali, il y a 3 militaires français qui sont morts au Mali. Il y a un édito dans l'opinion que je veux vous lire parce que, c'est une opinion qui prend parti, clairement, contre cette intervention militaire et qui nous explique pourquoi. Et puis, il y a cette une qui est très importante. Je suis content parce que je l'ai un peu vu venir. Depuis quelques jours, je vous dis, c'est bizarre. En France, il y a quelques dizaines de vaccinations dans les EHPAD. Aujourd'hui, là, ce matin, on a fait un compte sur France Info. On était à 119, je crois. 119 vaccinations contre le Covid dans toute la France. Alors que aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël, dans d'autres pays comme ça, c'est par dizaines de milliers, centaines de milliers. Alors, éloge de la lenteur. Titre l'opinion qui est il y a un peu du second degré là, parce que le gouvernement, à demi-mot, nous dit certes il y a pandémie, il y a épidémie, certes il y a plein de morts, mais on va y aller doucement avec le vaccin au début. Pourquoi? Parce que
les Français sont un peuple rétif au vaccin. C'est pas d'aujourd'hui, ça dure depuis un moment. C'est très paradoxal dans le pays de Pasteur, mais c'est comme ça. Il y a une méfiance des Français. On est vraiment super mal classé dans les classements internationaux à ce propos vis-à-vis des vaccins. Le gouvernement s'est dit, pour pas bloquer, on va y aller doucement. Donc c'est la stratégie de vaccination, c'est le terme consacré qui a été choisi, mais il y a les autres pays. La campagne française prend du retard par rapport aux autres pays européens, écrit l'opinion. Stratégie, c'est ce que je vous disais, on est d'accord avec l'opinion, assumée par l'exécutif qui fait du recueil du consentement la pierre angulaire de toute l'opération. Mais il y a les chiffres dans les pays étrangers que j'évoquais. Pendant ce temps, 2 millions d'Américains, 119 en France, 2 millions d'Américains ont été vaccinés, 800 000 Britanniques, 119 en France, 490 000 Israéliens, 21 500 Allemands ont été piqués. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour y aller doucement et accélérer après ? Est-ce que c'est autre chose ? Interview ce matin de Philippe Juvin, qui est un professeur de médecine, qui est assez connu, qui est assez médiatique, qui intervient souvent dans les médias. Par ailleurs, c'est un homme politique aussi, puisqu'il est maire LR de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Donc ça se précise aussi, puisqu'il a un peu deux casquettes. Je deviens tout noir parfois avec la caméra, on s'en fiche. Alors lui, il a une autre analyse. Il dit qu'en fait, l'exécutif français, le gouvernement, ne sait pas préparer à la vaccination de masse. En fait, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Philippe Juvin déclare à l'opinion ce matin prétendre que l'on va lentement parce que les gens n'ont pas confiance, c'est l'argument du gouvernement, c'est prendre le problème à l'envers. Il n'y a pas en France le début d'une campagne officielle expliquant les avantages et les inconvénients du vaccin. Il n'y a pas de c'est vrai, il a raison, il n'y a pas de campagne. Vous avez vu des spots vous, à la télé ? Est-ce qu'il y en a ? Bon, lui il dit qu'il n'y en a pas. Donc on n'est pas dans la pédagogie dont parle pourtant le gouvernement. Pourquoi le Premier ministre, dit Philippe Juvin, ou le ministre de la Santé, ne se vaccine pas publiquement ? Les dirigeants peuvent se mettre en scène pour assurer, comme ça a été fait dans d'autres pays, comme Joe Biden aux États-Unis, comme dans d'autres pays, on a vu ça. Chez nous, il se repose sur Morissette. Dans son EHPAD, Morissette, ça a été la première retraitée française. Je vous ai montré sa photo il y a quelques jours. C'était dimanche qui s'est fait vacciner. Donc nous, on a Morissette. Et puis aux États-Unis, on a Joe Biden. Et puis dans d'autres pays aussi. Ce matin sur France Info, c'est pas pour faire la pub de la matinale, mais sur France Info, je recevais Karl Olive, qui est le maire de Poissy. Karl Olive, il vient de lancer une initiative qui est déjà signée par 200 maires, 200 élus, pour que ces maires se fassent photographier, filmer en train de se faire vacciner, pour donner l'exemple un petit peu, pour convaincre du bien fondé de cette vaccination, comme c'est fait dans d'autres pays étrangers. Et ce professeur de médecine, Philippe Juvin, il dit... pourquoi le président Macron, pourquoi Édouard Philippe, pourquoi Olivier Véran, le ministre de la Santé, ne font pas la même chose. Donc, il y a ça. Et puis, alors, l'opinion, quand même, le questionne, lui dit, mais est-ce que ça suffirait de se mettre en scène comme ça pour convaincre les Français, puisque les Français sont réticents ? C'est ce que disent les enquêtes. Selon les enquêtes, près de 60% des Français ne souhaitent pas se faire vacciner. La réponse de Philippe Juvin: il faut distinguer les anti-vax, donc vraiment les gens qui ne veulent pas entendre parler des vaccins, minoritaires selon Juvin, et des gens qui ne sont pas assez informés. Donc, voilà, pour Juvin, c'est très clair. Cette politique de vaccination un peu à compte-gouttes en France n'est pas la bonne. Il y a un défaut de pédagogie. Le gouvernement devrait mieux expliquer. Et puis, il y a un défaut aussi, ajoute Juvin, c'est là de préparation. Une logistique défaillante. Voilà, on aurait une logistique qui n'est pas à la hauteur, on n'a pas les supercongélateurs, on n'a pas les personnels pour administrer le vaccin, on n'a pas l'organisation de la deuxième injection, tout ça fait défaut. Donc il y a Philippe Juvin, le professeur de médecine, qui tire à boulet rouge sur cette politique de vaccination qui n'est pas assez ambitieuse selon lui. Bon. Je me fais l'avocat du diable. Si en France on avait lancé une campagne de vaccination massive en vaccinant tout le monde à bloc comme ça commence dans d'autres pays, on aurait eu sans doute les polémiques inverses en disant ah là là on va trop vite et les effets secondaires etc. Mais bon, je pense que vous avez deviné ça aussi bien que moi. Ça c'est pour l'opinion. Ah, j'ai jeté l'opinion bien trop vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'opinion. Il y a cet édito vraiment qui prend parti sur les 3 morts au Mali, ces 3 militaires français, Quentin, Dorian et Tannery,
Ils avaient 21, 23 et 28 ans. On en a parlé hier ensemble. Ils étaient militaires français. Ils sont morts pour la France, selon l'expression consacrée. Alors le président Macron reconnaît le journal, a fait part de sa grande émotion. Un hommage leur sera rendu, bien sûr, à ces soldats qui sont morts pour nous. Mais l'opinion, Jean-Dominique Merchet, c'est l'éditorialiste qui signe le papier, écrit ceci. Comme 50 autres soldats avant eux, ces 3 jeunes Français ne reviendront pas du Mali où depuis bientôt 8 ans notre pays s'est enlisé dans une guerre sans issue. Cela suffit. Quel rôle international de la France justifie ces pertes? Aucune menace terroriste contre le territoire national n'est jamais venue du Sahel, estime le journaliste qui cite les chefs du renseignement français. Sur place, les conflits ne pourront se régler que par la négociation avec ces groupes terroristes, entre guillemets, qui sont en réalité des insurrections renouant avec l'histoire précoloniale du Sahel. Là aussi, c'est l'analyse du journaliste. Peut-être était-il indispensable d'intervenir au Mali, comme l'a fait François Hollande en 2008. L'erreur a été d'y rester, car désormais, on ne sait plus comment partir. Ou plutôt, comment habiller de manière présentable ce qui sera l'aveu d'un échec. Et Jean-Dominique Merchet conclut, nous partirons donc du Mali, comme nous l'avons fait d'Afghanistan, après la mort de 90 militaires français, et comme les Américains le font à leur tour. Les talibans, eux, sont toujours là. Tout à leur rêve de grandeur, nos dirigeants peinent à comprendre que les Occidentaux ne gagnent plus ces guerres et que l'ère des expéditions militaires est derrière nous. Un jour, ils seront obligés d'en convenir. Ce sera trop tard pour Quentin, Dorian et Tannery et les prochains. Voilà, bon. Dans la presse, vous avez des prises de position, vous avez des journalistes qui... Alors, on est d'accord ou pas avec l'analyse? Là, on parle quand même de lutte contre le terrorisme. Jean-Dominique Merchet nous dit que sur un plan militaire, ce qu'on fait là-bas ne sert à rien. D'autres ne sont pas d'accord. Dans la presse ce matin, vous verrez, dans l'Humanité, il y a une analyse qui est un petit peu plus mesurée sur la question. Mais dans la presse, vous avez aussi des prises de position comme ça qui sont intéressantes à lire parce que ça nourrit notre réflexion sur des sujets qui sont complexes. Je mets l'opinion de côté. Oui, parfois je dis pas mal de bêtises, mais parfois je parle de choses sérieuses aussi quand même. Et on revient au vaccin. Alors moi, c'est vraiment un truc qui m'a intéressé ce matin, qui m'a même choqué. C'est l'information rapportée par la Croix. Il y a quelque temps, quand on nous a dit que les vaccins allaient arriver, on nous a dit « Vous inquiétez pas, les pays pauvres, ils vont avoir le vaccin, bien sûr. C'est un problème mondial. La pandémie se règle au niveau mondial. Tout le monde va avoir le vaccin. Les pays riches, les pays pauvres. » Tadam, la Croix. Les pays pauvres attendront. Selon les infos de la Croix, les pays pauvres, les pays les plus pauvres dans le monde, auront au mieux le vaccin dans 2 ans. Sinon 4 ans. Alors moi, je suis un peu tombé de ma chaise ce matin. Je me dis, ah bon? Mais c'est pas du tout ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu. Malgré les promesses, ah oui, parce qu'il y a eu promesses, moi j'avais bien entendu les promesses, les pays du Sud pourraient ne recevoir les vaccins que dans un délai de 2 ans, voire plus. Je vais vous détailler les infos de la Croix, parce que je suis un peu tombé de ma chaise, je regarde juste les petits SMS de boulot pour voir s'il n'y a pas des urgences. On m'invite sur Énergie pour parler de Twitch. C'est une émission sur les médias, je crois. Je vous sonde, il faut que j'aille sur Énergie pour parler de Twitch ou pas? Putain, c'est sondage en direct. Ouais, vous avez l'air de connaître l'émission, c'est partagé, c'est bon, faut que je réfléchisse. Ok, d'accord, fais comme tu veux. Ok. Bon. Et puis j'ai des amis qui nous écoutent et qui nous félicitent de ce qu'on fait. Bon, c'est super. Ok, on peut continuer, il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Oui, l'option sondage, il faut que j'apprenne à fabriquer des sondages. Mes journées sont trop compliquées en ce moment, il faut que j'apprenne à faire des sondages pour vous sonder en direct. Je vais m'en occuper. Je vais apprendre ça, je vais demander à l'étoile. Bon, pourquoi cette promesse de vaccin contre le Covid-19 pour tous, pour les pays pauvres, n'est pas tenue? Ça tient en quelques lignes. C'est page 2. C'est page 2 de la Croix. C'est rapide, je vous lis ces quelques mots. C'est que la moitié des 8 milliards de doses en commande, à raison de 2 doses par personne, il y a 2 doses par personne, ont été prépayées par les pays riches. Les pays autres, donc là on parle quand même des 4/5 des habitants de la planète, se partageront l'autre moitié. C'est tout. Les pays riches ont fait la razzia des commandes, voilà, ont pris ce qu'il y avait sur le marché, et pour les autres, on va attendre. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, il y a des levées de boucliers, il y a des protestations, il y a des pays comme l'Afrique du Sud et l'Inde
qui ont demandé ce qu'on appelle la levée des brevets à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est une suspension de la propriété intellectuelle en cas d'urgence sanitaire. En gros, les vaccins n'appartiennent plus aux labos qui les ont inventés, ça tombe dans le domaine public, et puis les laboratoires de ces pays pauvres peuvent développer les vaccins. On se dit, bon, si l'OMC accède à la demande, tout va bien. Non, c'est plus compliqué que ça. D'abord parce que il faut que les pays soient d'accord. Bizarrement, cette proposition n'a pas été acceptée par les États-Unis, par l'Union européenne, par le Royaume-Uni, par la Suisse, par le Canada, par le Japon ou par l'Australie. Alors vous allez me dire pourquoi ? Parce que ces pays défendent les intérêts, je pense, je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires, mais de leur laboratoire, parce qu'évidemment, si les vaccins tombent dans le domaine public, ça fait plus de revenus pour les labos. Bon, c'est comme ça que je l'analyse. Et puis par ailleurs, ces vaccins contre le Covid, là, notamment celui, vous savez, sur ARN messager, qui est vraiment une toute nouvelle technologie, ils sont très compliqués à produire. Il faut la technologie. Et donc, c'est pas parce que ça tombe dans le domaine public que ces pays pauvres vont pouvoir, comme ça, d'un claquement de doigts, produire ces vaccins. Donc, quoi qu'il arrive, c'est le constat très pessimiste de la Croix, et j'espère qu'il se trompe. Pas de vaccin Covid-19 avant 2 ans pour les plus pauvres dans le monde. La Croix semble dire qu'on parle des 4/5 de la population mondiale, peut-être 4 ans même de retard. Et là, il y a un truc que je ne comprends pas, parce que quand j'avais entendu les promesses il y a quelques semaines sur tout le monde aura les vaccins, il y avait un argument qui me semblait totalement fondé, quoi. Incontournable, c'est une pandémie mondiale. Si on veut que le vaccin arrête de circuler dans un monde en hyper communication, hyper voyage où tout le monde bouge, il faut stopper la pandémie au niveau mondial. Si vous l'arrêtez à vos frontières, l'exemple du variant britannique du Covid dont on va parler ce matin, il était a priori circonscrit en Grande-Bretagne. Maintenant, on est quasiment sûr. Il paraît que c'est parti. Il y a un article passionnant là-dessus. C'est parti d'un cas en fait en Grande-Bretagne. Bon, puis c'est venu chez nous. Ça y est, il est en France maintenant, on le sait. Donc la pandémie, il faut l'arrêter au niveau mondial. Bon, vous savez que par nature, j'aime pas trop prendre position, mais là, il y a un truc que je comprends pas trop. Bon. Il y a un article sur Pierre Cardin dans La Croix. Je me le mets de côté. Parce que on va pas tout mélanger. Donc je me mets de côté. Je fais ma petite cuisine. L'article de Pierre Cardin sur La Croix. Je monte la température parce que ça caille sa mère. Désolé pour l'expression, mais j'ai super froid. Puis comme je me suis levé à 2h du matin, il y a une petite fatigue physique à un moment, et comme je vais être avec vous un bon moment ce matin, là, je vais vous lâcher tard aujourd'hui, j'espère que vous faites rien aujourd'hui. Je vais monter un petit peu la température, là. C'est sur l'iPhone, j'espère que je pète d'informatique maintenant, je suis tellement connecté, tellement énorme. Bientôt, je vais bouffer des cartes graphiques, je vais mettre de la 5G dans la tête, de malade. Je raconte vraiment n'importe quoi. C'est aussi pour ça que je suis ici avec vous. C'est parti, domotique à fond, ouais. Donc normalement, c'est bon, ça va me réchauffer un petit peu là. Comme ça, je vais pouvoir être un peu confort avec vous. Voilà, c'est parti. Donc, on continue sur le Covid-19. Je vous ai mis l'article de La Croix sur Pierre Cardin de côté, parce que j'ai quelques beaux articles sur ce créateur de mode. Covid-19 toujours, la une du Parisien qui s'intéresse au visage de l'épidémie. En fait, ce sont les médecins, les docteurs, on parlait de Pierre Juvin tout à l'heure, qui ont un peu marqué ces derniers mois par leur prise de position, leurs explications. Le Parisien écrit du professeur marseillais Didier Raoult, le fameux, qui a fait tant parler de lui, à l'infectiologue Karine Lacombe, c'est elle. Ces experts sont devenus des stars en nous aidant à mieux comprendre le Covid-19. Mieux comprendre ou pas d'ailleurs, parfois ça a été... c'était pas très très clair. Donc on a 5 portraits, 1, 2, 3... 4, 5, je ne me trompe pas, 5 portraits ce matin de ces visages qui ont marqué un petit peu la crise sanitaire en France. On a Éric Côme, qui estime que la France a été un vrai pays en sous-développement par rapport à cette crise, qu'on l'a gérée n'importe comment. Donc là, Éric Côme, c'est le chef du service d'infectiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris, donc c'est un peu un homme en colère. Il y a Dominique, il y a des femmes, Dominique Costaglia, la mathématicienne, dit le Parisien, qui est épidémiologiste à l'INSERM. Il y a Karine Lacombe, qui est la chef du service d'infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il y a Yazdan Pana, qui a été malade, qui a été soigné dans sa propre unité d'ailleurs, c'est une histoire assez forte. Chef du service d'infectiologie de l'hôpital Bichat à Paris. Et puis ce grand professeur a été soigné par son équipe. Voilà. Et puis il y a Didier Raoult, le fameux, l'acharné, comme l'appelle le Parisien, professeur de microbiologie à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, c'est sa ville.
Alors, il a dit beaucoup de choses. Alors, certains lui reprochent d'avoir dit trop de choses. Donc, je lis ces quelques mots du Parisien ce matin, c'est page 3. Chevelure longue, barbe blanche, il a cultivé l'image d'un rebelle, incarnant la revanche de la province sur les petits marquis parisiens. Après la première vague, ce microbiologiste déclare qu'il y a eu 5 fois plus de morts à Paris qu'à Marseille, qu'il n'y aura pas de deuxième vague, bon, c'est un peu trompé, qu'il est statistiquement improbable qu'un vaccin soit disponible. Bon, les faits lui ont donné tort sur quelques-unes de ces déclarations. Et puis, il y a bien sûr tout le débat autour de l'hydro... ah, ça y est, je ne sais plus le dire maintenant, je l'ai trop dit. Comment ça s'appelait l'hydro... Ah puis je trouve plus le mot. Ah, c'est affreux. L'hydroxychloroquine, c'est ça, c'est revenu. Ah, voilà, bon. Donc, les visages qui ont marqué un petit peu du côté des médecins. J'adore ce bruit du papier en une du Parisien. Le Parisien nous parle aussi du couvre-feu durci à l'Est. Donc à partir de samedi, si vous êtes concerné, c'est là. À partir du 2 janvier, donc on va avoir a priori 20 départements concernés. On voit sur cette carte là, ouais, tout ce qui est en rouge là. Donc on est vraiment dans l'Est, dans le Nord-Est, un petit peu dans la région Rhône-Alpes aussi. Donc pour l'instant, ce sont ces départements qui sont concernés par cette mesure. Donc couvre-feu à 18h au lieu de 20h. Et le Parisien, je vous le disais tout à l'heure ce matin en feuilletant la presse en région, qui nous dit à 18h il faudra déjà être à la maison et la mesure risque de bouleverser le quotidien dans beaucoup de foyers. Bah ouais, 20h c'est pas 18h. On a un hommage à Pierre Cardin également dans le Parisien. Voilà, avec une interview de Jean-Paul Gaultier, si j'ai le temps, je vous la lirai. Et puis on a un truc dont je voulais vous parler dans le Parisien. Une histoire de drogue. Une histoire de cannabis de synthèse. Et là, je redeviens sérieux parce que, en fait, c'est une alerte qui est lancée par les autorités sur le cannabis de synthèse toxique. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? En fait, c'est parti de Bordeaux. À Bordeaux, il y a 4 ados, raconte le Parisien, qui ont été hospitalisés dans un état grave, ça a été assez sérieux, après avoir fumé une forme ultra puissante de cannabinoïde, produit qui peut être mortel et qui se répand en ce moment en Europe. Donc là, c'est quoi le cannabis, nous demande Soukis. Je ne sais pas, c'est pas du tout, je sais pas, moi je ne fais que vous lire ce qu'il y a dans les journaux. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ces 4 ados qui se procurent a priori du cannabis. On est donc 4 ados, ils sont mineurs. On est à Bordeaux, ils font un joint, ça tourne, ils prennent une latte ou deux, pas plus. Et alors là, ça va pas du tout. Malaise sérieux, violente nausée, vomissement. Ils ont pris une latte. Le cœur qui s'emballe, hypotension, hallucination, angoisse de mort imminente. Ok. Faut éviter ce truc-là. Hospitalisation en urgence. Bon, ça va être, bon là, on est passé près d'un truc. Alors, le Parisien a enquêté un petit peu. Et a priori, il s'agit, puisque analyses ont été du coup menées, ambiance à la maison. Hein. Comme ça, tu filmes du... Je sais pas si vous connaissez le sketch de Coluche sur le fils qui filme du hack-kick. Bon, c'est ambiance à la maison. Donc, une fois qu'ils étaient tirés d'affaire, analyse du produit au laboratoire de toxicologie du CHU de Bordeaux. Résultat inquiétant, en fait, c'était quoi ? Cannabis de synthèse, du MDMB-4N-Pinaca pour les spécialistes de la chimie, alors qui présente un risque pour la santé. C'est une molécule qui est bien connue a priori des policiers qui luttent contre le trafic de stupéfiants. C'est un truc donc chimique, artificiel, qui reproduit les effets du principe actif du cannabis, c'est le THC, mais avec des conséquences beaucoup plus fortes sur l'organisme et plus dévastatrices. Souvent, c'est pulvérisé en fait, ce truc chimique de synthèse sur de l'herbe. C'est vendu comme du cannabis, sauf que les effets secondaires, manifestement, sont un peu inquiétants. Voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'on ne sait jamais. Si vous, dans votre entourage, vous entendez parler de ça, ou vous voyez ce genre de produits circuler, voilà, méfiance, faisons un peu de prévention pour sauver notre belle jeunesse. Ouais, ce jour à l'hôpital, c'est pas la meilleure idée ça. Et je vous mets, comme tout à l'heure, l'article sur Pierre Cardin de côté. Pour pas tout mélanger, hop, je le mets avec l'article de la Croix. De quoi je vous parle maintenant ? Qu'est-ce que j'ai ? Ah, les Échos. Les Échos, quotidien économique, mais qui ne nous parlent pas que d'économie, bien sûr. Excellent quotidien, qui nous parle notamment de ce nouveau variant. Depuis la semaine dernière, on parle de ce nouveau variant du virus Covid-19, apparu en Grande-Bretagne d'abord, et qui est très inquiétant parce qu'il est très contaminant, beaucoup plus contaminant que le Covid
normal. Alors, je vois que le cannabis, ça vous fait beaucoup réagir. Hein. J'ai pas lu tous les commentaires, mais c'est un sujet qui fait réagir. Bon, alors le variant, et beaucoup d'infos en fait que j'ai appris, qu'hier encore dans la presse, il n'y avait pas. Dans les échos à propos de ce variant, j'ai appris plein de choses très intéressantes. Donc, nouveau variant apparu au Royaume-Uni, ça ok, on avait l'info. Qui comporte jusqu'à 24 mutations. Donc il y a eu 24 mutations du virus original du Covid. C'est assez rare, disent les scientifiques, autant de mutations. Je cite, une telle accumulation de mutations sur un même clone est quelque chose de très inhabituel. C'est le chef de l'unité épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur qui le dit. Souvent, je perds un petit peu de temps souvent en vous disant qui parle. C'est le chef du service, c'est tel journaliste, c'est tel responsable politique. Je pourrais vous dire, il y a un scientifique qui dit que, et je fais exprès en fait, parce que l'intérêt pour moi des journaux traditionnels, pas des infos qui circulent un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai lu que, j'ai entendu pas, non, c'est sourcé, on sait qui parle. Voilà. Si ce scientifique dit une bêtise, je vous ai dit qui c'était. Vous savez qui c'est, vous avez la source, vous avez identifié la source de l'information. C'est ça qui est important quand on s'intéresse à l'info, c'est qu'il faut toujours se poser la question de la source. Voilà, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, un peu, mais je fais ça. Voilà, je dis qui vous parle, parce que c'est comme ça qu'on sait si la source, elle est, comment dire, digne de confiance ou pas. Ah, j'ai besoin de café, je tousse. Musique. C'est la musique du café pour ceux qui nous rejoignent. Donc, beaucoup de mutations, ce qui est un petit peu bizarre. Alors, hyper passionnant. Les scientifiques anglais qui se sont penchés les premiers sur l'histoire et pourquoi c'est apparu chez eux, avancent une explication. Pourquoi 24 mutations, ce qui est un peu surréaliste. Toutes ces mutations auraient eu lieu dans l'organisme d'un seul et même individu. C'est fou. Souffrant d'immunosuppression. Alors que chez un patient dont les défenses immunitaires ne sont pas affaiblies, par exemple par une thérapie contre le cancer par exemple, le virus va demeurer dans l'organisme qu'une semaine, nous expliquent les échos ce matin. Il serait resté dans le cas de cette personne beaucoup plus longtemps, assez pour lui permettre de muter massivement. Donc en fait, ce variant qui est en train d'affoler la planète entière, il est apparu dans le corps d'une personne. C'est complètement fou, c'est la théorie, je trouve ça vraiment fascinant. Et donc il a muté, et il a muté surtout, c'est marrant parce que c'est compliqué, mais c'est expliqué vachement simplement par les échos, il a muté surtout sur les gènes codant pour la protéine spike, par lequel le coronavirus s'accroche aux cellules humaines. Et donc c'est pour ça qu'il se transmet beaucoup plus facilement. La mutation, il est sur les trucs qui permettent la transmission du virus. Et donc c'est pour ça qu'il se transmet beaucoup plus facilement, ça a été mesuré dans une fourchette de 50 à 70%. Donc là vous avez l'histoire de ce variant, parce que le variant on nous en parle depuis quelques jours, le variant, bon d'accord. Mais là on comprend un petit peu pourquoi il y a un variant qui apparaît, et puis pourquoi il se transmet beaucoup plus facilement. Et deuxième question, et j'en finis avec le variant, c'est la suite. Quelle question pose ce variant ou ce clone du Covid? Les scientifiques aiment bien utiliser ce terme de clone du Covid. Eh bien, il y a des expérimentations qui sont en cours en ce moment pour dire deux choses. Est-ce que les tests qui existent, là, les PCR et autres, est-ce qu'ils détectent le nouveau variant? Eh bien, à l'heure où je vous parle, il est 10h41 dans la matinée Étienne. On ne le sait pas. On ne sait pas si les tests qu'on a détectent le Covid. On espère que oui. C'est en cours. Et les vaccins qu'on va bientôt se faire injecter là, est-ce qu'ils protègent contre le nouveau variant? On ne le sait pas. À l'heure actuelle, on l'espère, on pense que oui, mais on ne le sait pas. Pas d'inquiétude outre mesure. Un vaccin, ça se corrige. Hein, c'est-à-dire que c'est évolutif. Le vaccin contre la grippe, chaque année, c'est un vaccin différent, vous le savez, selon les souches, etc. Donc c'est pas parce que, imaginons qu'on constate que ce variant, il passe malgré le vaccin. Bon, le vaccin sera modifié, c'est tout. Mais voilà, c'est des questions intéressantes. Et j'ai trouvé, voilà, c'est des infos que j'ai trouvées que dans les échos ce matin. Donc je voulais les partager avec vous. Pour les échos, je crois que c'est tout. Il est 10h42, on est censé s'arrêter dans 20 minutes. Je peux vous dire qu'on est loin d'avoir terminé. J'ai tellement de choses à vous lire ce matin. Bon, il faut dire qu'on a passé 20 minutes, une demi-heure avec nos amis d'Europe 1 ce matin, puisque pour ceux qui nous rejoignent, là on était en direct sur Europe 1 au début, puisque je racontais un petit peu ma folle aventure de Twitch à nos amis d'Europe 1 ce matin, et le chat avait Europe 1, et on a bien rigolé ensemble. Bon,
Deux unes sur les mêmes actualités. On va parler de la gauche. Ça vous dérange pas ? On fête un anniversaire, les 100 ans du congrès de Tours. Alors pour ceux qui aiment l'histoire et notamment l'histoire politique, le congrès de Tours c'était il y a un siècle, donc ça s'est passé à Tours, bravo, je vois que vous suivez. Congrès de Tours, c'est ce qui a permis, pour simplifier, la naissance du Parti communiste en France. Pour être tout à fait précis, c'était de mémoire une réunion, c'était un congrès de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, donc qui était l'ancêtre du Parti socialiste. Et puis en fait, il y avait des tensions. Et puis il y a eu scission, et il y a eu la création de la SFIC, la section française de l'Internationale communiste, qui s'est donc différenciée de la SFIO. Un an plus tard, cette SFIC est devenue le Parti communiste français, donc il y a un siècle, pour résumer, naissait le Parti communiste. De une ce matin, Libération et l'Humanité sur cette actualité. Alors Libération qui en profite pour dresser un bilan... pas très reluisant, un portrait pas très reluisant de l'état de la gauche française. Alors je salue la science des titres de Libération, je vous l'ai déjà dit, Libé c'est le journal, je vois que certains chantent l'International, là, c'est la lutte, oui, je vous parle de la gauche. Vous avez reconnu Karl Marx, bravo. Libé c'est le journal qui fait des bons titres sur l'actu, la gauche bouffée par les mythes. M-Y-T-H-E-S. Explication de Libération. En fait, je vous résume l'édito hyper rapide. La gauche française est toujours dans cette tension, dans ces deux vecteurs là en gros SFIO et SFIC. Réforme ou révolution, voilà, et n'arrive pas à se dépêtrer finalement de ce congrès de Tours. Je vous l'ai résumé à l'extrême, on rentre un petit peu dans le détail avec l'édito de Paul Quignot qui est bien fait sur cette question. Donc Paul nous raconte, voilà un siècle que le congrès de Tours imprime sa marque sur la gauche française. Un siècle que le clivage entre révolutionnaires, je vous parlais de la révolution, et réformistes, puisque c'est in fine de cela qu'il s'agit, impose à la gauche sa cadence. Désunion, conquête commune du pouvoir, 1981, rappelez-vous, le programme commun, division, compromis, intransigeance tribunicienne, progrès, opposition stérile, conquête sociale. Libé nous raconte qu'en fait ça fait un siècle que la gauche est toujours sur le même logiciel. Entre les courants de pensée révolutionnaires et puis réformistes, quoi. Comment imaginer que le temps est peut-être venu, non pas d'effacer le congrès de Tours, écrit Paul Quignot, mais de le dépasser. Bon, Paul nous dit, il est temps de passer à autre chose. La réponse tient dans un événement plus grand encore, l'urgence écologique, ce réel que la gauche se doit d'intégrer pleinement pour aller vers un nouvel idéal. Pour Paul Quignot, le défi climatique est une occasion rêvée de conjuguer progrès sociaux et justice environnementale. Ce travail intellectuel a commencé, écrit l'éditorialiste, entamé seulement, la gauche doit le poursuivre assidûment si elle doit réussir. L'analyse que je trouve intéressante de Libé, c'est que la gauche aujourd'hui, qui est toujours prisonnière un petit peu de cette opposition révolutionnaire et réformiste, elle doit se dépasser, et l'outil pour ça, c'est la cause écologiste. Voilà, c'est l'analyse de Libération, en tout cas ce matin, qui ne cache pas, Libération d'être un journal plutôt de gauche, il n'avance pas masqué sur ces questions. Qu'est-ce que je vois ? Encore une page consacrée à, même deux très belles pages, à Pierre Cardin, le créateur de mode. Qu'est-ce qu'on fait depuis 9h30 ce matin ? On les met de côté, j'en perds mon casque. Je vous parlerai de Pierre Cardin tout à l'heure. S'il nous reste du temps. Vous êtes combien ? 10 917 ? Ok, je reste avec vous. Si ça descend à 2 viewers, j'arrête. Donc l'Humanité s'intéresse aussi à cet anniversaire, les 100 ans du congrès de Tours. Alors là, ça m'a interpellé. Sondage, en fait, l'UMA voulait savoir ce que les jeunes Français pensaient du communisme aujourd'hui. Qu'est-ce que les jeunes Français pensent du communisme ? Alors, l'UMA, c'est un journal qui est proche du Parti communiste, je ne vous l'apprends pas, je pense, mais qu'à la distance, je veux dire, qui ne raconte pas des fariboles ce matin, qui nous donne les résultats de ce sondage, qui n'est pas forcément très favorable d'ailleurs au communisme. Je vais chercher ces pages 4 et 5. Alors, le titre, il nous vend un peu l'affaire. Communisme, une idée jeune avec un petit S. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'aimerait en tout cas l'Humanité. Mais l'UMA nous donne honnêtement les résultats de ce sondage. Premier enseignement, auprès des 18-30 ans, le terme de communisme reste négativement connoté.
Voilà, donc là, l'UMA ne ment pas. Quand vous dites communisme à des jeunes Français aujourd'hui, pour eux, ça pèse plutôt négativement. 35%, pour être précis, d'opinion positive seulement chez l'ensemble des jeunes. Pourquoi ? Eh ben, en raison de l'histoire, 47% des jeunes associent le communisme à l'échec d'une idéologie en URSS et dans l'Est de l'Europe, et 44% à la dictature, forcément. Et puis d'ailleurs, c'est confirmé par cet autre chiffre. Pour 69% des sondés, on parle toujours des 18-30 ans, les idées communistes ont été perverties par les crimes commis en siècle dernier en URSS. Donc ça, c'est pour le volet image négative du communisme pour les jeunes Français. Et puis l'UMA se console un petit peu en disant, alors interroger sur les valeurs ou propositions qui forment le socle du communisme, les jeunes ont un jugement plus positif. Bon. Alors, par exemple, pour la notion de partage, 83% des jeunes Français pensent que le partage c'est bien. L'égalité, 83% pensent que c'est bien. Le progrès social, 78% ils pensent que c'est bien. Bon. Alors là, l'humanité se console un peu en disant oui, alors les valeurs portées par le communisme sont plébiscitées par les jeunes Français. On pourra peut-être répondre que il n'y a peut-être pas que le Parti communiste français qui porte ces valeurs de solidarité. Donc voilà, c'est peut-être la limite de ce raisonnement. Mais en tout cas, je trouvais intéressant l'idée que l'UMA ait voulu sonder un petit peu les jeunes Français sur l'idée du communisme. Ce matin. Il y a encore un hommage à Pierre Cardin dans l'UMA. Il y a une très belle page d'ailleurs. Je vous la mets de côté. Je crois qu'il y aura une grosse page Pierre Cardin tout à l'heure. C'est bien parce que c'était quand même un monsieur qui a une vie assez étonnante. Je vous tease un petit peu, mais c'est vrai que vous allez apprendre des trucs assez étonnants sur le monsieur, si vous ne le connaissez pas. Je regarde juste l'édito de l'UMA parce que l'UMA fait un édito sur ce qui s'est passé au Mali, sur la mort des 3 militaires français dont on parlait tout à l'heure, avec cet édito de l'opinion qui dénonce en fait ces morts et dit qu'on n'a rien à faire là-bas. Et je lis. Ah oui, voilà, je voulais vous parler de l'édito de l'UMA parce que tout à l'heure je vous ai lu l'opinion, l'édito de l'opinion qui dit on n'a rien à faire là-bas. C'est pas vrai, la lutte contre le terrorisme, ça marche pas là-bas. Il y a aucun terroriste qui est venu du Sahel. Bon, et donc on perd la vie de jeunes Français pour rien. Ok. Autre analyse de l'humanité qui est un petit peu différente, et je voulais vous montrer que voilà, il y avait des sensibilités différentes dans la presse. Si cette stratégie a permis de porter de sérieux coups aux groupes terroristes. Donc déjà, l'UMA nous dit non, il y a eu des succès militaires contre des terroristes qui sont bien des terroristes au Mali. Vous voyez, on n'est pas sur la même analyse que l'opinion. Force est de constater que cette guerre contre le terrorisme semble sans fin. L'engagement de la France en 2013 pour bloquer l'offensive djihadiste au Mali avait pour un objectif de contenir la contagion salafiste et de former les armées locales à prendre la relève. Mais Serval et Barkhane sont les opérations militaires françaises là-bas, vous le savez peut-être, se soldent par un double échec. Et là, l'humanité en fait est d'accord avec l'opinion. Donc la différence, c'est que l'UMA pense qu'on a bien fait d'y aller, mais que ça n'a pas été bien fait. La zone d'instabilité provoquée par les groupes armés se revendiquant d'Al-Qaïda ou de l'État islamique s'est étendue à l'ensemble du Sahel. Donc on n'a pas réussi à circonscrire les mouvements terroristes. Quant aux armées locales, elles se révèlent en fait aujourd'hui incapables de faire face aux défis sécuritaires et essuient des pertes considérables. Donc notre mission, elle a échoué. C'est le constat de l'UMA. La réponse française strictement militaire a suivi sans surprise la même trajectoire que les fiascos afghans, irakiens et libyens. Même analyse que l'opinion tout à l'heure. Conclusion de Stéphane Sahuc, éditorial de l'Humanité ce matin. C'est dire qu'il n'y aura dans la région de victoires militaires et de règlements politiques sans de vraies politiques de développement et solutions africaines qui ne soient pas des paravents d'autres intérêts, comprenez, économiques. Donc pas tout à fait la même analyse, l'humanité et l'opinion, mais au final, même conclusion, on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire là-bas. La page sur Pierre Cardin, c'est un peu le running gag de ce matin. Je la mets de côté. Oh, je vais en avoir des trucs à vous raconter sur Pierre Cardin tout à l'heure. Je regarde les réactions. Là je suis frustré. Je suis frustré parce que j'ai le canard enchaîné, c'est le plaisir du mercredi. Mais là le matin, France Info, ça va vite. J'arrive à 3h du matin, j'ai 3 heures pour préparer la matinale, j'ai plein de journaux à lire et j'ai pas le temps de tout lire. Donc là, tous les journaux dont je vous parle, je les ai lus du début à la fin. Le canard, j'ai pas eu le temps. Il y a trop de choses. Le canard, c'est écrit tout petit. C'est des grandes pages. Pour ceux qui connaissent pas, il y a plein d'articles. En fait, il y a plein de brèves. C'est vraiment, il y a une
quantité d'informations, de révélations, de sourires aussi, parce que c'est aussi la signature du canard. C'est énorme, j'ai pas tout lu. Ce que je fais à minima, c'est que je regarde les dessins de une, c'est ça que je vais partager avec vous. Le Canard enchaîné, hebdomadaire satirique paraissant le mercredi. Souvent, quand j'en parle sur France Info, je dis est-ce qu'on peut rire de l'actualité? Est-ce qu'on peut en sourire, même quand elle est dramatique? Oui. Oui, avec le Canard enchaîné. C'est le petit plaisir du mercredi. Voilà, même sur une actualité un peu dramatique, le Canard nous dit allez, on peut en sourire, on peut en rire. Aussi, exemple, avec ce titre de une. Les vœux de Macron imaginaires pour 2021. Pas de panique, restons seringues. Seringues. Voilà. Et puis alors les dessins ils sont géniaux. Alors parfois ils sont géniaux parce qu'ils nous rappellent des choses qui se sont vraiment passées. Par exemple, le meilleur bêtisier télé de l'année. Là c'est Olivier Véran, c'est le ministre de la Santé. Mars 2020, l'usage des masques est inutile. Vous vous souvenez du gouvernement au printemps qui nous disait ouais non le masque non. Le masque, non, le masque, c'est pas la peine. Bon, tout le monde se souvient. C'est dans le bêtisier. Vœu imaginaire maintenant du président Macron, croqué par le dessinateur Chapat. C'est là. Attendez, je vous la montre parce que je suis loin là. Voilà, c'est là. Alors, je vous lis les vœux imaginaires du président Macron selon le dessinateur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, bonne année. Bonne année, et il ajoute, sous réserve des avis du Conseil scientifique et du Conseil de défense. Ah, parce que 2020 a été un petit peu tout pourri et on ne sait pas encore de quoi sera fait 2021. Et puis le Fred Touron, qui est un excellent dessinateur aussi du canard. Hop, je vous montre le Fred Touron. Il est là, c'est un couple. Il est à la maison, puis il y a madame qui est en train de lire le journal d'ailleurs. Ah, et monsieur, j'avais pas vu d'ailleurs. Madame lit le journal et monsieur fait la vaisselle. C'est très bien ça, monsieur le Fred Touron. Bravo, hein, on va casser un petit peu les codes là. Vous faites ça à la maison, vous? Vous laissez madame lire le journal quand vous faites la vaisselle, les garçons? Pour ceux qui n'ont pas de la vaisselle. Donc, madame qui lit le journal interroge son mari qui est en train de faire la vaisselle. Est-ce que tu veux que je te lise ton horoscope pour 2021? Et puis monsieur répond je veux que tu la boucles. Parce que bon, c'est vrai que il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles dans les journaux cette année. Voilà, c'est les petits plaisirs du canard. Je passe très très vite sur le canard la semaine prochaine. J'essaierai de vous en lire un petit peu plus du canard enchaîné parce que c'est vraiment un super journal. Il y a beaucoup à lire. Il y a des sourires, il y a des dessins. Et il y a des informations, des révélations, parce que c'est un journal qui enquête et qui sort beaucoup de choses. Le lave-vaisselle ciment du couple. Écrit prof SD, c'est tellement vrai ça. Et un autre qui nous dit j'ai pas de lave-vaisselle, j'ai pas de madame non plus. Oui. Bon, ça peut se régler pour le lave-vaisselle. Hein. Ça peut se régler très simplement. Pour madame, parfois, c'est plus compliqué. Voilà. Je vois que certains sont des habitués du canard enchaîné. On a un lave-vaisselle journal, outil indispensable pour le couple. C'est drôle. Je vois que c'est bien. C'est le ventre qu'on entend, oui. Oui, il est 10h56, donc j'ai mangé à 2h du mat. Donc ça fait 8h50 que j'ai pas mangé. Et donc ça gargouille. Désolé, je dois avoir un micro qui est un peu trop sensible. C'est le canard. Et puis je suis enrhumé aussi, donc je me mouche dans mon micro. C'est vraiment classe. Café. Ah, je suis content d'avoir trouvé cette petite musique du café, c'est drôle ça. Comment on gère un rhume lorsqu'on est à la télé? On essaie de pas l'avoir. On se protège beaucoup. Et puis parfois on l'attrape. Là, moi je suis le très heureux papa de deux petits bonshommes, dont le grand a 4 ans, donc il va à l'école, donc il me rapporte tous les microbes. Donc il les file à son petit frère qui a 10 mois. Puis après il nous les file à papa, puis à maman, puis voilà, donc enrhumé. Bon après on prend les médicaments parce que enrhumé à l'antenne, c'est bof, hein, c'est bof pour la voix, pour plein de choses quoi. Donc on fait avec. Il faut que je me mouche là. Vous m'excusez, je me mouche. Je coupe mon micro parce que je veux bien partager les trucs avec vous, le café, la musique, pas le. Donc je vais me moucher et je reviens dans 5 secondes. Vous chronométrez, vous allez me dire. Je fais une petite pause mouchoir.
Ouais, c'était plus que 5 secondes. Waouh. Oh, je revis là, je suis libéré, c'est reparti, parce que j'ai plein de choses à vous lire. Il est 10h58, normalement, dans mon timing classique de stream, c'est terminé en 2 minutes. Mais là, c'est pas terminé du tout. J'ai plein de trucs à vous lire encore. On a pris du retard avec nos amis d'Europe 1 tout à l'heure, le direct avec Europe 1 avec Pascal Clark. Et puis, j'ai pas mal de choses dans la presse aujourd'hui. Donc, on va dépasser. En plus, vous êtes très nombreux. 11 416. Wouh, folie. Donc, on continue avec... on va parler de Pierre Cardin. On va parler de Pierre Cardin, puisque j'arrive sur le Figaro, qui nous en parle. Et puis c'est maintenant, parce que je vous en parle depuis suffisamment longtemps. Ça fait 1 heure que je vous parle de Pierre Cardin. Je vous dis qu'il est mort, je vous dis qu'il y a des beaux articles sur lui. Il faudrait une musique de mouchage. J'adore. C'est une idée, je vais chercher une musique de mouchage. Enfin, j'espère que je vais pas passer mon année enrhumée quand même. Alors, on y va avec le Figaro. Donc c'est un titre de une, c'est important, ça veut dire que pour le Figaro, c'est une information qui mérite d'être en une, ça s'appelle la hiérarchie de l'information, ça veut dire qu'on met en une les informations qui nous semblent importantes. Par exemple, là, il n'y a pas trop de crise sanitaire, là, le Figaro, là. Hein, pas tellement. Non, il y a Pierre Cardin, disparition d'un créateur visionnaire, et il y a où placer son argent en 2021 ? Parce que les Français ont pas mal économisé, il paraît, pendant la crise sanitaire. Ils n'ont pas dépensé beaucoup, ils ont des économies. Où est-ce qu'on les place ? Alors ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'on trouve la bonne réponse dans les journaux, parce que c'est quand même très compliqué de placer correctement son argent, mais on y jettera un œil quand même. Hop, je prends le supplément, l'excellent supplément quotidien culture du Figaro. Enfin, c'est la culture, c'est aussi la société, c'est un petit supplément à la fin qui s'appelle Le Figaro et vous, qui est juste super bien fait, que j'adore lire tous les matins. Pierre Cardin a rejoint les étoiles. Allez, on y va sur Pierre Cardin. Pierre Cardin, qui c'est ? Le couturier futuriste décédé hier matin, 98 ans. Cet entrepreneur indépendant, collectionneur passionné, pionnier du prêt-à-porter. Donc on a 2 pages dans le Figaro, consacré à cet homme immense. Hein. Le Figaro écrit ce matin à son propos que son CV, Pierre Cardin était un mythe dont le curriculum vitae s'étalait sur 10 pages. Les articles de presse qui lui avaient été consacrés au cours de sa... Je fais du bruit, hein. Attendez, je me cale. Au cours de sa très longue carrière, remplissait les 3/4 de son bureau parisien de l'avenue de Marigny. On y voyait aussi un nombre stupéfiant de photos où il posait avec Jean Cocteau, Rita Hayworth, Jean-Paul de Fidel Castro, et un amoncellement de trophées, d'honneurs, 3 dés d'or décernés par la Chambre syndicale de la haute couture. C'est un petit peu un César pour les couturiers. Les insignes de commandeur de la Légion d'honneur, le titre d'ambassadeur honoraire de l'UNESCO. Il était aussi académicien, on a vu une photo tout à l'heure, il était dans son habit d'académicien. Commandeur de l'ordre du mérite de la République italienne, baron de la soie en Allemagne, citoyen d'honneur de la ville de Xi'an en Chine. Il avait fait 35 fois le tour du monde. Ça nous donne un petit peu une idée du personnage, qui n'était pas n'importe qui. Et le Figaro qui fait parler Pierre Cardin avec ces mots qui résument un petit peu son approche de la mode. C'est pour ça que je vous les cite. J'ai été un contestataire, un provocateur, un aventurier. Christian Dior voulait faire des robes que sa mère aurait aimé porter. Moi, je voulais explorer de nouvelles voies, celles de l'espace, de la science, de l'infini. Et il y a réussi selon le Figaro. Donc, petite mise en bouche, entrée en matière avec cet article intéressant du Figaro sur Pierre Cardin. Et on poursuit avec, je crois que c'est l'Humanité, qui consacre aussi une page intéressante à Pierre Cardin, créateur génial, au sens des affaires mondialisées. Bon, ça, dans la bouche de l'Humanité, c'est pas un compliment. Hein. Quand l'UMA parle du sens des affaires mondialisées de quelqu'un, c'est pas forcément un compliment. Et l'UMA explique, pendant 70 ans, le couturier a innové, amenant la mode dans la rue, mais aussi en contribuant largement à la marchandisation de l'art. Alors, l'UMA résume très bien, je crois. C'est surtout celui qui, à la fin des années 50, a mis la mode dans la rue, en ouvrant, bien avant les autres, c'est ça, hein, Cardin, un espace dans un grand magasin. Ce qui lui a valu l'inimitié d'une partie de ses pairs, les autres créateurs de mode, se représentant leur activité comme un domaine, la haute couture, réservé à l'élite un petit peu. Lui, il a fait descendre la mode, la haute couture, un peu dans la rue, et certains de ses pairs, de ses contemporains, n'étaient pas d'accord avec ça. On poursuit.
en développant à large échelle un système de licence dans plus d'une centaine de pays afin de contourner les tarifs douaniers, petit malin. Il n'arrange pas son cœur, estime Luma. Le procédé est simple. Cardin appose son nom sur des produits fabriqués par d'autres en échange de royalties. On peut ainsi porter, boire, écrire, fumer des produits Pierre Cardin. En fait, il avait son nom, il l'a vendu à plein de licences qui fabriquaient pas que des vêtements. Moi, je me rappelle jeune, quand j'avais une vie un peu de foufou et que je fumais, j'ai fumé des cigarettes Pierre Cardin. Je sais pas si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vois que certains avaient des soupules Pierre Cardin, Goupik, qu'il a jamais fait se sentir proche de l'aventure. Moi, je me rappelle les soupules Pierre Cardin. Ouais, j'avais ça aussi. Et alors moi j'ai fumé des cigarettes Pierre Cardin, je sais pas si vous avez connu ça. Ouais, je voyais, bah oui. Je vois du moment que tu fumais pas des Alain Delon. Oui, aussi. Bon, moi c'était ça, il avait vendu son nom, son nom à l'étranger à plein de marques qui avaient rien à voir avec la haute couture, des cigarettes, plein de trucs. Bon, alors c'était pour les sous, hein, on va dire. Lui disait pour son indépendance financière, c'était quand même plus joliment dit, mais bon, Luma trouvait ça pas très bien. On peut, donc je le disais, on peut ainsi porter, boire, écrire, fumer, s'éclairer ou se raser Pierre Cardin. Pierre Cardin qui en rigolait un petit peu, qui disait « Je me suffis à moi-même, je peux boire mon vin, aller dans mon théâtre, manger dans mes restaurants, dormir dans mes hôtels, me coucher dans mes draps, m'habiller, me parfumer. » Il y avait une blague qui courait à l'époque, rapporte Luma. Et pourquoi pas le papier toilette Pierre Cardin. Bon, je pense qu'il s'est arrêté au papier toilette, il n'y a pas eu de PQ Pierre Cardin, il n'y a pas eu de PQ PC, PQ Pierre Cardin, mais voilà, c'est allé assez très loin et ça lui a été reproché à l'époque, ça a aussi un petit peu abîmé son image. Et puis il y a eu une affaire aussi qui est l'affaire Lacoste. Alors c'est pas le crocodile, hein, c'est pas le champion de tennis, et puis c'est pas la marque qui a été créée, c'est un village en fait, qui s'appelle Lacoste, c'est un village médiéval du Luberon. Pierre Cardin est tombé amoureux de ce village. Il a beaucoup investi, il a réhabilité le château du marquis de Sade, qui était là-bas. Il avait un super projet pour Lacoste, c'était de transformer le petit village en Saint-Tropez de la culture. C'est classe. Donc il y a organisé un festival d'art lyrique, il a fait plein de choses. Le problème, c'est qu'il a tellement investi qu'il a racheté une bonne partie des maisons du centre-ville, en tout cas de la rue principale, une quarantaine d'habitations. Et en fait, Lacoste, le village, s'est un peu vidé de ses habitants et c'est devenu un peu une commune morte, une commune musée, une espèce de ville rêvée par Pierre Cardin, mais qui était plus vivante en fait. Il y a eu un documentaire il y a quelques années qui a été diffusé à la télévision et qui dénonçait ça en fait, qui était vachement intéressant, qui a révélé un petit peu cette histoire. Voilà. Donc vous voyez, on apprend plein de choses sur Pierre Cardin. Non, Luma. On continue. Donc là, j'ai 2 pages. Vous voyez, toutes ces lignes, toutes ces colonnes, c'est pas par hasard quand les journaux s'accordent comme ça pour évoquer les mémoires d'un homme, c'est qu'à un moment il a marqué une époque, alors plutôt les années 60 d'ailleurs, rappelle Libération, c'est pour ça que les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas forcément connu Pierre Cardin, hein, parce qu'en gros, les années 80, 90, 2000, même s'il était toujours actif, on en parlait beaucoup moins. Peut-être aussi parce qu'il avait abîmé son image, comme on se le disait ensemble. Donc c'est vraiment dans les années 60 où il a marqué, mais alors vraiment marqué par des robes dont je vais vous parler. On essaiera d'aller les voir sur internet, tiens. Alors d'abord, moi j'ai bien aimé son histoire parce qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, hein, Pierre Cardin. Il n'est pas né dans un milieu confortable, aisé, mais alors pas du tout. De son vrai nom, Pietro Costante Cardin, peut-être Cardine d'ailleurs, il était le 10e enfant d'un couple de cultivateurs, immigrés italiens, donc 10 enfants, des immigrés italiens, des cultivateurs, donc milieu très modeste, immigrés italiens qui avaient fui le fascisme quand il avait 2 ans. Et du coup ça pose le personnage, parce que le mec pesait des centaines de millions d'euros, hein, on a estimé l'Empire Cardin aux alentours de 600 millions d'euros un jour, ça a été mesuré comme ça. Bon, oui. Il pesait dans le game, comme dit le jeune homme, là, le jeune collégien qui parle de rap là, sur Internet. Hein. Il pesait un peu dans le game, le Cardin, et il est parti de ça, quoi. Il est parti de rien du tout. Donc, histoire assez fascinante. Et puis alors, Libé nous... Julien... ouais, que je sais comment vous dites... comment on dit Biats, je sais comment on prononce d'ailleurs, parce que je l'ai lu plein de fois, mais comment on prononce? On dit Julien comment?
Dites-moi, c'est vous qui savez ça. Beats, Beats, Beats. Oh, vous n'êtes pas d'accord. Beats, Beats. Vous n'êtes pas d'accord, les amis. Bah, mettez-vous d'accord. Les gars, j'ai besoin de vous, moi. Beats à la portugaise. Beats, comme je veux. Bonne réponse. J'adore ce... Bon, vous connaissez ce jeune homme, c'est assez rigolo. Bon, donc voilà, il s'est un peu imposé dans le game, donc Pierre Cardin, avec, je vais vous montrer la photo là, avec notamment, bon, il avait un côté voilà, assez révolutionnaire, des robes bulles, regardez. Ah, c'est pas facile à porter tous les jours, hein, notamment pour passer les portiques du métro, c'est pas pratique, mais voilà, c'était un peu un foufou. Pour l'époque, il est très, très inspiré par la conquête spatiale, tout ça. Et donc des robes bulles au volume sphérique, spectaculaire, surréaliste, gonflées littéralement. Elles étaient gonflées, ces robes. Et après, dans les années 60, il a lancé une ligne qui s'appelait Cosmos. Où il imagine des combinaisons de cosmonautes, des chapeaux satellites, des robes façon lampion, des tissus thermoformés. Il va emprunter des couleurs, des motifs au pop art, à l'op art aussi, déluge visuel, invitation au décollage et au décalage immédiat. Donc il y a le businessman dont on a parlé. Et puis il y a quand même le créateur de génie qui a vraiment fait des trucs formidables. Moi, j'avais envie avec vous ce matin d'aller voir un petit peu à quoi ressemblaient ces robes. Quelle heure il est? Oh là là, on est en train d'exploser tout là. Vous êtes en train d'exploser le compteur. Et alors, si je tape, qu'est-ce que je vais taper? On va taper robe bulle. Bougez pas, je vous prépare ça. De Pierre Cardin. On va essayer de trouver un truc en couleur, un peu sympa, parce que moi, je connais pas bien le travail de Pierre Cardin. Image. Ok, allez, on y va. On change de scène. Oh là là. Ah, ouais, alors, elles sont... Ah ouais, d'accord, ok. Regardez ça. C'est ça. C'est étonnant, hein. Elle est littéralement gonflée, hein, cette robe. Excellent, gonflée, j'ai pas fait exprès. Magnifique. Et on a vraiment des choses... Bon, ça aussi, c'est assez étonnant, hein. Hop, regardez. La robe bleue, là. Bon, voilà. Je vous fais pas de commentaires parce que je suis pas un grand spécialiste de la mode, mais effectivement, on voit que ça y est, je suis perdu. Je sais comment je reviens en arrière. Samuel Etienne, hop, voilà. Le roi de l'informatique avec ses doigts. Mais des femmes aussi, un grand séducteur. Homosexuel, il avait aucun problème à le reconnaître, mais grand séducteur. Je crois qu'il a eu une passion, raconte la presse ce matin, avec Jeanne Moreau. Voilà, et ils ont été follement amoureux. Et son grand regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfant avec Jeanne Moreau. Je vérifie que c'est bien de Jeanne Moreau dont je vous parle, mais c'est ce que je crois que j'ai lu ce matin. Et puis il y avait aussi cette collection que j'évoquais à ce moment dans Libération, qui est la ligne Cosmos. On essaie de voir. Alors, allez, on tape, c'est parti. Je fais ça comme à la maison, hein. Je suis avec ma tablette, ligne Cosmos. Pierre Cardin, est-ce qu'on va trouver quelque chose de sympa, l'histoire des cosmonautes, tout ça là? Hop, on va voir. Ah ok, c'est ça alors. Ah ouais, c'est drôle. Ah ouais, excellent. Excellent. Attendez, regardez ça. Ah ouais, vous voyez ou pas? Donc les jeunes femmes, les mannequins, là, ont une espèce de visière sur le visage, donc clairement pour le casque du cosmonaute, quoi. Et puis on a ces rayures, ces lignes assez étonnantes, et ces mini-jupes là qui sont en fait comme des espèces de lanières, et puis ces collants très structurants là. Ouais, c'est assez étonnant quand même. À l'unissage à Brooklyn, titre ce journal de France-Amérique. Voilà. Bon, bah voilà, on a un petit peu regardé, découvert l'univers ensemble de Pierre Cardin. Il y a d'autres articles ce matin. Est-ce qu'ils ajoutent de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on s'est dit? Bon, on va le voir en direct. Il y a 2 pages dans le Parisien qui donnent notamment la parole à un autre grand créateur qui est Jean-Paul Gaultier, qui est totalement fan en fait de Pierre Cardin. Il écrit ceci, Jean-Paul Gaultier, à propos de Pierre Cardin. Il était tout le temps en action, en train de créer, d'inventer, de trouver des idées, une curiosité énorme. Il essayait de répondre aux besoins de l'époque. Dithyrambique il l'est, Gaultier, par rapport à Cardin, sur le créateur à la fois homme d'affaires, on l'a dit, ambassadeur de la France, couturier, gestionnaire, mais surtout, insiste-t-il, quelqu'un de libre. Voilà. Et comme Jean-Paul Gaultier est aussi un esprit libre, voilà, ça l'avait fasciné. Et manifestement, c'est un de ses maîtres à penser un petit peu. C'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré, en tout cas dans sa démarche
Le couturier. Et puis, je vous avais mis un dernier article de côté qui était un petit encart dans La Croix sur Pierre Cardin, qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que c'était à la fois un grand créateur de mode et puis aussi un homme d'affaires. Voilà. Je regarde un petit peu le chat qui vous parlait un peu de la haute couture, un petit peu. Ouais, ok, très bien. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? 11h13, on continue? Bon, on continue, hein. On a dépassé, c'est pas grave, c'est tellement... Merci d'être là, hein. C'est le bonheur de partager ça avec vous. Ma passion pour les journaux et pour l'information. J'ai la Une du Figaro qui nous parle de Pierre Cardin et qui nous pose cette question. Où placer son argent en 2021? Donc je le disais, hein, on a constaté que la crise sanitaire aidant, les Français ont moins consommé, les restaurants sont fermés, les voyages n'en parlons pas, on a moins dépensé. Pour certains, on s'est concocté une petite épargne. Alors, que faire de cet argent? C'est la question que pose le Figaro. Assurance vie, actions, or, pierre, quels sont les placements les plus judicieux pour l'année à venir? Alors moi, ça me fait toujours un petit peu rire ces dossiers. Pourquoi? Parce que quand on lit les titres, on se dit « Ah bon, c'est bon, je vais lire l'article, puis je vais savoir où mettre mon argent. » En fait, c'est tellement compliqué, hein, l'infinie possibilité des placements. Risqué, pas risqué, liquide, pas liquide, voilà, qu'en fait, plus vous lisez, moins vous savez. Donc, je voulais en rire un petit peu avec vous. Je ne me moque pas du Figaro, hein, je me moque de la difficulté de la thématique. Donc, voici, dans le Figaro Économie, excellente page, saumon, du Figaro Éco, c'est tous les jours aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Je vous donne la liste à l'après-vert. Hein, je sais pas, peut-être que ça peut vous aider. Vous avez des sous? Il n'y a pas le gagnant des... Combien il a gagné à l'euro million, le monsieur, là? Pas 200 millions d'euros, là, récemment? Pas 200, je sais plus. C'est 200, hein? Est-ce qu'il est là, le gagnant? T'es là? C'est un monsieur du sud de la France. Il est là? Non, il est pas là. J'ai gagné 20 balles. J'ai gagné 20 balles. Il est là. Il est là. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est là. Ah ouais, en fait, il y a plein de gens qui ont gagné des 200 millions d'euros, hein. Il va falloir partager, les gars, hein, ça va faire moi, en fait. Bon. Toi qui as gagné 200 millions d'euros, et puis tous les autres, si un jour vous avez la chance d'avoir plein de sous, qu'est-ce que nous dit le Figaro sur les placements, les bons placements à faire? Bon, l'immobilier locatif qui reste une valeur refuge. Bon, c'est vrai que l'immobilier, c'est dur. Voilà, paf, ça on peut pas vous le prendre, c'est solide, c'est à vous. Et puis vous pouvez le louer. Bon, après c'est un petit peu imposé, hein, les loyers. Bon, la pierre papier résiste à la crise. La pierre papier, vous savez ou pas? Plutôt que d'acheter un immeuble, vous achetez des titres de sociétés qui possèdent des immeubles, des bureaux, des commerces, voilà. Donc vous avez de la pierre papier. Certains aiment bien. Vous n'avez pas le problème de la gestion, vous n'avez pas à gérer des immeubles, des appartes. Vous achetez des titres et vous avez un rendement. La difficulté, c'est parfois de revendre ces titres après. Voilà. Donc, il y a la pierre papier, il y a l'assurance vie, donc un des placements préférés des Français, qui garde ses atouts fiscaux. Alors, il y a les atouts fiscaux parce qu'effectivement, il y a une enveloppe fiscale, comme on dit, qui est intéressante, mais le problème, c'est le rendement, hein, puisque c'est indexé sur les taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Donc aujourd'hui, sur un contrat d'assurance vie en euros, par exemple, vous touchez 3 fois rien. Voilà, je vous résume, hein. Notamment pour le monsieur qui a gagné 200 millions d'euros là. Le plan épargne retraite, bon ça c'est nouveau, hein, qui permet de faire baisser la pression fiscale, le PER comme on dit, qui a été réformé récemment par le gouvernement avec des incitations fiscales assez importantes. Quand vous payez beaucoup d'impôts, ça peut être intéressant parce que vous pouvez mettre de l'argent sur le PER et il y a une partie qui est déductible de vos impôts, si j'ai bien compris. Le problème c'est que vous serez réimposé à la sortie. C'est-à-dire quand vous prendrez votre retraite et que vous allez toucher le dividende de cet argent que vous avez placé sur le PER, eh bien vous serez imposé sur votre taux d'imposition quand vous serez à la retraite. Souvent on est moins imposé à la retraite parce qu'on gagne moins d'argent que quand on est en activité. Donc c'est ce différentiel-là qui peut être intéressant. Vous avez vu, j'ai bossé, hein, mine de rien. J'ai pas eu le temps de lire tout le Canard enchaîné, mais j'ai bossé quand même là-dessus. Donc il y a ça, il y a le Bitcoin. Alors ça, moi je maîtrise pas bien. Le Bitcoin pour ne pas manquer le train de la hausse. Alors ça c'est un truc qui est monté très haut, hein, le Bitcoin, qui est descendu très bas, qui est remonté très très haut. Bon, alors je sais pas si vous avez des Bitcoins. Voilà. Certains me font remarquer, tu lis un article pour Capitaliste alors que la plupart des jeunes touchent moins que le SMIC. Je sais ça. Mais je veux dire, un jour vous aurez peut-être de l'argent à placer. Et c'est surtout pour vous dire que ces articles, ils me font beaucoup rire, parce qu'en fait, on parle toujours des mêmes placements, et à la fin de l'article, on ne sait toujours pas où mettre son argent, parce que c'est très compliqué. Quand on en a, bien sûr. Voilà. Le Bitcoin, ça vous fait réagir quand même. Hein, ouais.
C'est du Bitcoin, le Bitcoin a beaucoup d'avenir. Ah, bien malin celui qui dira ça. Oui, fameuse bulle, il y a eu bulle, il y a Chris qui est avocat et qui lui l'intéressé. Chris qui a pas 22 ans puis qui a dû gagner un petit peu de sous. Bon, donc peut-être du Bitcoin. Et puis il y a le marché action aussi. Voilà, voilà. Bon, c'était juste pour vous dire que régulièrement dans la presse vous avez ces dossiers sur où puis-je placer mon argent. Et puis plus vous lisez, puis moins vous savez. Voilà. Il paraît qu'il faut mettre un petit peu de tout. Ça s'appelle diversifier. Comme ça, vous limitez les risques. Le foot. Est-ce qu'on parle du foot? J'ai une question. Est-ce qu'il y a des supporters du FC Nantes? Parce que c'est pour vous ça les gars. Est-ce qu'il y a des Canaries là? Ouais, il y en a. Allez l'OM. Non, j'ai dit Nantes les gars. Ouais, il y en a. FC Lorient. Bah oui, vous avez le droit de supporter d'autres équipes. Mais, allez Rennes. Mais la une de l'équipe, c'est sur Nantes. Pop, ça va pas du tout les gars. Le bateau ivre. Le FC Nantes, ça va pas du tout, Nantes. C'est l'équipe qui consacre carrément sa une ce matin au club, donc ça doit pas aller très fort quand même. Je vous lis. Où va le FC Nantes, inquiétant 16e de Ligue 1, en faisant de Raymond Domenech. Vous vous souvenez de Raymond Domenech, l'entraîneur des Bleus? Le 14e entraîneur depuis son arrivée en 2007, c'est beaucoup ça. Hein. Le président Valdemar Kita, c'est le monsieur là, semble naviguer à vue. L'équipe en fait nous décrit un FC Nantes qui va pas très fort, qui a pas trop de direction, donc le bateau ivre, qui est où dans le classement? On va voir ça tout de suite. Page 3, 16e sur 20. Ouais, c'est pas terrible. Et l'équipe qui écrit à propos de Nantes ce matin: les années passent, mais, c'est pas très optimiste, mais rien ou presque ne change à Nantes, les joueurs déçoivent, les dirigeants s'impatientent, on peut comprendre, les entraîneurs défilent, les fans s'énervent, je sais pas s'il y a des supporters de Nantes là ce soir, je sais pas si ce matin, est-ce que vous vous énervez, cette saison ne déroge pas à la règle, ou plutôt si, bonne nouvelle, mais dans des proportions plus inquiétantes. En fait, non pas bonne nouvelle du tout. En fait, c'est encore moins bien cette saison, nous dit l'équipe. Donc voilà, bon, ça va pas très fort du côté de Nantes, c'est la une. J'ai appuyé sur mon bouton suspense sans faire exprès. J'ai plein de boutons. Faut que j'enregistre des nouvelles musiques, mais j'en ai plein des. Qu'est-ce que je vous ai pas fait ce matin? Je vous fais une petite ambiance nocturne, genre. Les insectes qui vont cri. Imaginez, c'est l'été, vous faites une petite siestoune dehors, sous les arbres et tout. C'est ambiance. J'y êtes là? C'est l'été, là. Vous êtes dans le sud de la France, vous êtes en Corse. Il n'y a plus de Covid, là, tout est réglé. C'est le bonheur. Et petite sieste là. Non, c'est pas un vélo. C'est pas un vélo qui grince. Non. Là, non. C'est intéressant ce qui se passe. Vous voyez? Là, vous êtes pessimiste, là. Oui, c'est des genres des grillons, c'est des trucs, c'est des petits insectes qui sont contents, c'est l'été, il fait beau, ils sont contents parce qu'ils vous voient, et ils voient que vous êtes content aussi. Donc c'est relax. C'est pas un vélo qui grince. Écoutez bien. C'est pas, non, c'est pas... c'est des grillons d'Autriche. Vous êtes fous. J'arrête avec mes trucs. J'ai un bouton aussi que j'ai baptisé Wonder. C'est bouton merveille. Voilà. Tiens, je vous le ferai peut-être pour mon petit supplément yacht qu'on va passer rapide tout à l'heure. Je vous ferai le bouton Wonder. Bon, dans l'équipe, il y a... Ah ouais, si. Là, on va dépasser. Là, il est 11h21 et je peux vous dire qu'on va dépasser parce qu'il y a un portrait d'un footballeur. Mais alors, achetez-moi l'équipe, les gars. Combien ça coûte l'équipe? 1,90€. Vous aimez pas le foot? Rien à foutre. Jeu de mots. Vous allez adorer cet article. Ce personnage décrit le flou furieux. Déjà, le titre, il est sympa. C'est lui. C'est ce monsieur-là. Il n'est pas rock'n'roll, mon joueur de foot. Il s'appelle Robin Friday. Alors, je vous explique qui est Robin Friday, que je ne connaissais pas avant ce matin. La postérité tenace de cet ancien attaquant des divisions inférieures en Angleterre, se nourrit du récit de ses nombreux excès et de ses rares exploits. C'est un mec. Il n'a pas joué en première ligue en Bretagne, il n'a pas du tout joué avec l'élite. Il a joué en, je crois, 3e et 4e division. Exactement. Il a joué en 4e et 3e division. Il ne faut pas dire que ce soit une star du foot. Et pourtant, il a marqué son époque. Il est devenu une espèce d'icône pour, pas seulement pour le foot, en fait, pour d'autres raisons. Et ça en fait un personnage extrêmement intéressant. Il s'appelle Robin Friday. Je vous lis ces quelques
ces quelques lignes dans l'équipe parce que c'est assez étonnant comme ça, il y a des personnages et l'équipe nous en parle ce matin. Donc le flou furieux, qui était ce monsieur? Vous allez voir, même quand on n'aime pas le foot, c'est intéressant. Au sein de la communauté, je prends mon ton de celui qui lit le journal. Au sein de la communauté des passionnés du foot anglais, le nom de Robin Friday fait figure de sésame. Prononcez-le d'un air entendu, Robin Friday. Et vous serez immédiatement adopté dans cette confrérie qui chérit le souvenir de cet attaquant n'ayant pourtant jamais connu l'élite, dont la carrière professionnelle se résume à 3 saisons en 4e et 3e division avec le Reading FC et une vingtaine de matchs au 2e échelon avec Cardiff. Ah, il a fait un petit peu de 2e division manifestement. De même qu'il existe des artistes cultes, d'autant plus adorés qu'obscurs, il existe des footballeurs cultes et Friday, décédé en 90, en fait partie. Selon des sites spécialisés en ballon rond, on trouve des articles le célébrant comme le plus rock'n'roll des joueurs. Un statut qu'il doit autant à ses extravagances qu'à sa présence sur la pochette d'un single, d'un groupe de rock justement, qui s'appelle les Super Furry Animals. Je vais vous le montrer. Voilà. Et en fait, voilà la pochette du disque. Là, il est où mon doigt? Il est là. Ça, c'est la pochette du disque. Voilà. Et puis là, en fait, il fait un doigt d'honneur. Il fait un doigt d'honneur à un gardien à qui il vient d'inscrire un but, la classe. Alors, c'est le doigt d'honneur anglais. Il paraît que c'est comme ça. En Angleterre, il paraît que c'est comme ça. Du coup, ça me permet de ne pas faire le doigt d'honneur de chez nous. Mais donc, ça m'a rappelé que le doigt d'honneur comme ça en Angleterre, si un mec vous fait ça en Angleterre, c'est attention, ça veut pas dire, c'est pas levé de la victoire. Hein. Je vous fais pas à vous, je vous montre la pochette du disque. Donc ce mec très rock a fait la couverture d'une pochette de groupe très rock. Et alors on a demandé à l'époque à ce groupe de rock, mais pourquoi vous avez mis ce joueur de foot sur votre pochette de disque? Et le leader a répondu, parce que ce type, donc Robin Friday, allait au pub la veille de ses matchs et se droguait à la mi-temps. Ah, d'accord. Donc sur cette fameuse pochette, on voit le buteur dresser le majeur et l'index, l'équivalent britannique du doigt d'honneur, en direction du gardien de Luton Town à terre alors qu'il venait d'inscrire un but. Bon, alors l'équipe raconte, c'est vrai qu'à première vue, il avait tous les attributs du mauvais garçon, le Friday. Gueule d'ange malade, je vous montre un petit peu sa tête, c'est vrai qu'il a une tête d'ange malade un peu. Beau gosse mais un peu torturé quoi, un petit peu crado quoi. Regard fiévreux, cheveux longs, non coiffé, rouflaquette, agressive, et sa dégaine improbable, décrite, la dégaine, on va se régaler, décrite en ces termes par l'un de ses coéquipiers chez les Bluebirds de Cardiff, Paul Went. Quand on jouait en déplacement, assez loin, on partait en bus le vendredi soir et tout le monde mettait un costard, chemise, cravate, sauf lui, il se pointait en jean, avec un trou au niveau de l'entrejambe, pas de slip, un t-shirt crade, des bottines rock'n'roll à bout pointu et un sac en plastique contenant une bouteille de martini. Voilà. Donc le gars, quand il partait jouer à l'extérieur, il se pointait comme ça en mode crado, avec FC crasseux, je vois, avec son sac plastique, sa bouteille de martini, son jean troué, pas de slip, bon voilà quoi. Alors précision importante de l'équipe, je vous avais prévenu qu'on allait se régaler avec cet article. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est pas mal. Précision importante, si son jean était troué à l'emplacement indiqué, donc à l'entrejambe, disait l'article, c'est sans doute parce que Friday, notre joueur, allait régulièrement se saouler dans des pubs où il aimait, selon ses dires, faire l'éléphant, ce qui consistait notamment à sortir ses poches de son pantalon pour suggérer les oreilles d'un pachyderme. Et l'équipe écrit, on vous laisse deviner de quelle manière il mimait la trompe. Voilà, c'est tout. T'es là, t'es le matin, c'est 3h du matin, tu lis les journaux, t'essaies d'être sérieux, voilà, et tu lis la presse, tu tombes sur ce portrait de l'équipe et à un moment, t'as l'image de ce joueur de foot, Robin Friday, et tu l'imagines dans les années 70 en gros, dans son pub anglais, bourré la veille d'un match, en train de faire l'éléphant, avec les poches sorties de son jean, et puis la trompe qu'on évoquait à l'instant, quoi. Donc voilà, bon, c'est ça aussi la presse, c'est aussi parfois des petites pépites comme ça. Bon, alors après, il y a plein d'épisodes comme ça. L'équipe qui a beaucoup d'humour et a dit quand même, on consacrerait l'intégralité de l'édition du jour de l'équipe à Friday. La place manquerait pour raconter toutes ces pantalonnades. Un jour, il a réveillé ses coéquipiers dans un hôtel alors qu'il se tenait ivre
Et en sous-vêtements, il avait mis un caleçon ce jour-là, debout sur la table de billard de l'hôtel, en lançant des boules autour de lui. Voilà. Un jour, il a roulé un joint sur les marches d'une église de Reading, le jour de son second mariage, voilà, devant les caméras d'une télévision locale venue couvrir l'événement. Voilà, rien à foutre. Voilà, trop, hibou genou, trop fort le mec, rien à foutre. Voilà, c'est un peu ça, ouais. À quand l'éléphant pendant question pour un champion? C'est pas gagné ça, parce que comme j'ai envie de continuer un petit peu ce jeu, c'est pas gagné. Et sa carrière s'est achevée parce que ça finit par se terminer sur un carton rouge. Il finit en beauté, choupi, le 29 octobre 77, après avoir donné un coup de pied au visage d'un défenseur, bah voilà. Et puis un mois et demi après, il a annoncé au manager de Cardiff, qui était son club, qu'il raccrochait à l'écropon à 25 ans, et il s'est converti dans le bâtiment. Voilà. Donc moi, avant la lecture de l'équipe ce matin, je ne connaissais rien de ce monsieur. Rien du tout. Et grâce à l'équipe, voilà, j'ai découvert la personnalité totalement fantasque de ce joueur de foot. Il y a un autre de ses coéquipiers à la fin de l'article qui raconte ceci. Quand on se déplaçait, quand on allait en déplacement jouer, on le récupérait au bord de l'autoroute. Et idem en revenant, on le déposait toujours sur un coin d'autoroute, même pas dans une station-service, même pas dans un motel. Il voulait se faire déposer au milieu de nulle part. Le mec était quand même barré, quoi. On n'a jamais su où il allait ensuite. Et le coéquipier disait je ne suis pas persuadé qu'il l'ait su lui-même d'ailleurs. Voilà, bon. Voilà. La presse, c'est ça aussi. Robin Friday, bon, il a brûlé un peu la vie par les deux bouts. Je vous lis pas tout l'article, mais par ailleurs, ce qui est dommage ou pas, après, le garçon, il a choisi sa vie, c'est que manifestement, c'était un très bon joueur en fait. Il avait un style. C'était un bon attaquant. Et c'est un garçon qui, s'il avait eu petite hygiène de vie, quoi, il aurait sans doute, fait un truc, quoi. Voilà. En tout cas, je vois que ça vous a inspiré ce petit portrait. Alors, il est quelle heure? 11h29. On aurait dû terminer il y a une demi-heure. Mais on a pris du temps avec nos amis d'Europe 1. C'était sympa d'ailleurs pour ceux qui nous ont rejoints. La première demi-heure, on était en direct sur Europe 1. Twitch, la matinée Étienne en direct sur Europe 1, puisque Pascal Clark m'a interviewé à propos de quoi? De vous. Du petit stream qu'on se fait le matin là pour un petit peu expliquer aux auditeurs d'Europe 1 ce que c'était. Donc on a pris un petit peu de retard sur les journaux, donc on a un petit peu dépassé. On a dépassé d'une demi-heure déjà, mais c'est pas terminé. On va se faire un dernier petit plaisir. Ah, vous l'avez vu. FC Yacht, exactement. Et en plus vous êtes quasiment 12 000. Mais truc de malade. On va casser Twitch. On va casser Internet. Arrêtez. Là, j'ai un collègue, Martin. Oh, ça te fait trop plaisir. Parce que je vous raconte ma vie aussi, je suis là. J'ai un collègue de France Info qui s'appelle Martin, que j'aime beaucoup, qui nous regarde, qui nous a regardé, et qui nous regarde d'ailleurs en ce moment, manifestement, qui dit qu'il est scotché depuis tout à l'heure. Bon, Martin, ça me fait très très plaisir. Donc, puisque pour l'instant on n'a pas encore cassé Twitch et pas encore cassé Twitter, je vais vous parler de ce tweet que j'ai reçu cette nuit, que je vais aller chercher. Donc j'ai reçu un DM cette nuit de quelqu'un qui me dit d'aller voir Yacht Magazine. Je cherchais le tweet, c'est pas grave. Je vais aller voir sur ma tablette. Je crois que j'ai bossé là-dessus. Par hasard, en fait, en feuilletant les magazines hier soir, je l'ai trouvé ce magazine. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais vous raconter sur les yachts, c'est pas. Et finalement, si on peut regarder un petit peu quand même. Alors, bougez pas, je suis en train de faire une petite recherche. Sur ce magazine. Où est-ce que je peux trouver ça? Activité voyage. Où est-ce que je vous avais trouvé? Presse spécialisée? Ouais, bien sûr, presse spécialisée. Je sais pas si c'est considéré comme de la presse spécialisée. Ah, faut que je vous le trouve, c'était tellement bien. Quand j'ai tapé Yacht sur ma petite tablette, ça me l'a pas trouvé. Je vais vous le trouver. Hein, peut-être dans les dernières parutions. Je vais vous le trouver, ce truc-là. Alors. Ouais, peut-être ça. De magazine, c'est pas ça. Le goût du bonheur. Ah, s'ils ont rangé. Non. Le diable est dans les détails. Ah, c'est quoi ça? Non, ça c'est les maisons. Le futur. Non. Ah, c'est un truc de voyage. Non? Ah, zut. Si, ouais. Le mec qui parle tout seul.
Ouais, c'est super sympa la matinée Étienne, c'est Samuel Etienne en fait qui parle tout seul dans sa barbe. Ah zut, je vais quand même tout trouver. Yacht. Ah, mais je suis bête. Puisque je l'ai lu, je vais le retrouver dans mes lectures. Oh, trop fort. Je l'ai trouvé. Merci d'avoir été patient. Vous êtes prêts? Ça claque, attention. Vous avez vu? Bon, alors déjà, bon, c'est vrai que bon, je feuilletais les magazines hier soir sur ma tablette, puis à un moment, je vois ça, je vois yacht. Alors, je me dis deux choses. Je me dis, bah, c'est très beau. Ça a l'air sympa, cette petite maison flottante qui doit coûter quelques billets d'euros. Puis après, je me dis, bah, ça parle à qui ça? Tout à l'heure, quand je parlais des placements financiers, j'ai eu quelques remarques de bon sens d'ailleurs, qui me disaient, bah, de quoi tu nous parles? J'ai pas les sous, moi, pour m'acheter des actions ou autre. Bon, là, je me suis dit un peu la même chose, je veux dire, quel intérêt de parler de ça? Puis finalement, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai jamais trouvé de prix. Il y a plein de très beaux bateaux dans ce magazine, mais vraiment des bateaux, mais de déglinguer, que je vais vous montrer, mais il n'y a jamais de prix. Attention, c'est l'heure de ma dernière gorgée de café. Vous êtes prêts? Bon, les habitués de ma petite vidéo du matin sur Twitter savent que j'aime bien faire de l'air batterie. Dans ma jeunesse, il y a très longtemps, j'ai été batteur très amateur et je rêve d'en refaire un jour. Donc, il faudrait que je m'achète un set de batterie. Alors, imaginez la scène. Je vous installe mon set là. Donc, j'ai déjà mon stream mobile là, hein, parce que j'ai pas de bat mobile, mais j'ai un stream mobile. J'ai ma petite table roulante avec tout mon matériel de stream que je peux déplacer n'importe où dans l'appartement. Selon la vie de la famille. Et puis imaginez, je vais installer une batterie là, et puis de temps en temps, je vous ferai un peu de batterie pour vous casser les oreilles. Ça va être concept. Est-ce qu'on feuillette un petit peu Yacht, donc c'est le nom du magazine, Yacht. Ça coûte 9 € Yacht. Voilà. Voilà. Alors, quelque chose me dit que les bateaux coûtent plus cher. Alors, bon, quand on fait pas attention, on se dit en fait c'est un magazine de déco, c'est des super beaux apparts. En fait non, c'est l'intérieur des bateaux. Donc là vous avez voilà un truc de folie avec des tapis luxueux. Vous avez du marbre partout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est surréaliste quoi. Ça c'est un bateau en fait, c'est un yacht, mais vous pouvez l'acheter hein. C'est-à-dire que là vous tapez cette marque là sur internet, vous trouvez les coordonnées, ça s'achète. Alors ce qui m'a fait rire, je vais vous en montrer des très beaux. Là, vous dites sont très très beaux, mais il y en a des terribles. Regardez ça, regardez ça. Il n'y a jamais de prix. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de voiture. Et comme j'ai 2 enfants maintenant, bah, je m'intéresse un peu aux voitures. Je me dis, peut-être falloir que j'achète une voiture. Donc, ces derniers temps, j'ai beaucoup lu la presse auto, hein, parce que je n'y connais rien. Donc, j'ai essayé de voir ce que je devais acheter. D'occasion, pas d'occasion, hybride, pas hybride, électrique, thermique, diesel. Enfin, vous savez tout. Hein, le choix est infini. Bon, bah. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez un article sur une voiture, en bas à droite, en général, vous avez le prix. Parce que bon, c'est un truc qui vous intéresse quand même. Bah là, non. Là, on nous parle du Pershing 140. Il n'y a pas de prix. Là, le petit. Bah là, celui-là, il est bien aussi. Celui-là, il est pratique parce qu'il y a un hélicoptère en fait dessus. Et ça, c'est pratique aussi, l'hélicoptère. Parce que comme ça, vous pouvez. Hein, c'est bien aussi. Bah, j'ai pas trouvé le prix du truc là. Voilà. Là, il y a un pingouin aussi, mais je pense que lui, il n'est pas compris. Donc manifestement, si vous avez un beau bateau, vous pouvez inviter des amis. Donc je pense que c'est un peu l'idée de cette publicité là. Vous pouvez inviter vos amis comme cette jeune femme là, qui se sent, parce que je suis complètement bilingue, just like home, comme à la maison. Donc voilà. Donc c'est sympa parce que vous voyez, vous pouvez faire plaisir à vos amis. Hein. Donc parce que cette jeune femme a l'air quand même très contente d'être sur ce bateau. Donc on continue les bateaux, mais Riva, alors ça c'est une marque, même moi qui n'y connais rien, je connais cette marque, une marque. Regardez l'intérieur. Donc là c'est pas un duplex dans le 8e arrondissement de Paris, c'est l'intérieur, d'un bateau. Hein, d'un yacht. Ma grand-mère disait quand il n'y a pas de prix c'est gratuit. J'adore les commentaires. Voilà, bon, on continue, il n'y a pas de prix. Hein. Il n'y a pas de prix, il y a toujours il y a des caractéristiques techniques, on vous explique combien ça mesure, on vous dit attention, il y a de la puissance les gars, hein, ça va, vous allez pouvoir foncer, vous allez pouvoir bombarder là, sur la mer avec ça. On vous dit ça, hein, on vous dit pas combien ça coûte. Voilà, c'est vrai que c'est beau,
Mais en termes d'infos, le journal, celui-ci, là, en haut, vous avez un immeuble qui flotte là. Mais vous pouvez l'acheter. Mais moi, en tant que journaliste, il me manque une info, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas trouvé le prix. Euh, voilà, bon, combien il y a de pages Attends, il y a, il y a 148 pages. Il y a 148 pages. Allez, choisis un dernier bateau à vous montrer, parce que je suis pas allé au bout du magazine. Moi, j'ai vu que j'avais pas les prix, donc je me suis dit, bah non, j'arrête. J'arrête. Est-ce qu'il y a les prix sur celui-là? Non, on n'a pas les prix. Pas les prix. Voilà. Non. Bon, allez, j'en ai vu un à la fin là, qui était particulièrement impressionnant. Voilà, hop, celui-là. Il est tellement gros qu'il tient sur 2 pages. Hop, regardez. Donc ça, c'est l'avant. Je suis pas très très fort en bateau, mais il me semble que c'est l'avant. C'est le San Lorenzo SX 112. Et c'est une nouvelle vision du yachting. Voilà. Alors l'article nous dit que ce bateau a réussi un pari technologique qui s'est rapidement confirmé par de nombreuses commandes. L'intérêt pour ce nouveau yacht avant-gardiste est si fort. Il y a un gros intérêt donc il y a plein de gens qui veulent l'acheter en fait, que le constructeur italien présente aujourd'hui un 34 mètres élaboré sur le même concept. Voilà, ça c'est le bateau, mais je ne sais toujours pas le prix. Mais il y en a qui ont cherché là, qui ont trouvé les chiffres, mais je regarde passer le chat, pardon, j'étais sur mon bateau. Je vois du 12 millions. Le bateau qu'on vient de montrer, 12 400 000 euros. J'ai vu du 15 millions, j'ai vu des 16 millions, 34 millions, c'était peut-être un autre. Ok, d'accord, donc vous avez trouvé. Ça coûte ça. Ok, d'accord, maintenant je sais pourquoi on met pas les prix, peut-être parce que ça pique un petit peu les yeux. Voilà, bon, blague à part, moi je suis un esprit extrêmement ouvert. Si on se passionne pour les yachts, il n'y a pas de problème. Si on est le fameux gagnant des 200 millions d'euros, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on peut peut-être acheter effectivement un bateau à 12 millions d'euros. Bon, si c'est votre délire, moi je dis, c'est comme on veut. Les amis, il est 11h39. Vous savez ce que je vais vous dire? Qu'on est ensemble depuis 9h30, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, qu'on stream ensemble. Un grand merci dans la matinée Étienne, et que maintenant il va être temps pour moi d'aller reprendre ma vie, c'est-à-dire de passer un petit peu de temps avec mes loulous, c'est les vacances, d'aller dormir un petit peu parce que demain le réveil va sonner à 2h du matin et qu'il va falloir se reposer un petit peu, que j'aille soigner ce petit rhume aussi. Je voulais vous faire un grand merci, vous êtes 12 000, quasiment 11 938, c'est juste fou. Je ne reviens pas de la chance que j'ai de partager ce plaisir avec vous, cette passion que j'ai de l'actualité, cette passion que j'ai de la lecture des journaux. On a pris quand même un sacré kiff avec le portrait de ce journaliste, de ce joueur de football anglais tout à l'heure. C'était vraiment rigolo. Donc voilà, il y a des pépites dans la presse aujourd'hui, comme tous les jours. C'est pour ça que je vous incite à la lire. Si vous n'avez pas l'habitude, offrez-vous un journal de temps en temps. Voilà, il y a le plaisir de la lecture. Et puis, c'est une source d'information fiable. Il y a les choses sérieuses aussi, ce qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on évolue. C'est ma petite promesse très modeste du matin, de la matinée Étienne. Je streamerai pas tous les jours, mais j'essaierai de streamer le plus souvent possible. Voilà, on lira les journaux ensemble, tranquillement, on regardera les unes, on regardera ce qui fait débat, on en parlera ensemble. Merci à vous pour tous vos messages, trop sympa. Et puis de temps en temps, une petite pépite, un joueur de football anglais bien déjanté, un magazine sur les yachts avec des bateaux qui coûte la peau des fesses, pardon pour l'expression, et voilà, et voilà. Bonne journée à tous. N'oubliez pas, l'essentiel c'est vous, c'est votre vie, cherchez votre bonheur, écoutez la petite musique que vous avez en vous, suivez vos intuitions, voilà. Soyez heureux. En attendant, passez une belle journée. On se retrouve quand? 18h sur Question pour un champion. 18h, Question pour un champion, je serai là. On se retrouve à 6h demain matin sur France 2. Ça s'appelle le 6h Info. C'est une première demi-heure d'actu juste avant Télématin. 6h30, 8h30, la matinale de France Info. C'est la meilleure matinale du monde, bien sûr, puisque c'est celle que je fais avec une super équipe. C'est sur le canal 27 de la TNT. 9h30, je serai là avec vous, promis. La matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et on parle de la vie aussi. Et il n'y aura pas d'interview pour Europe 1, donc on commence dès 9h30. Et puis au milieu de la nuit, vous aurez mon petit message d'anniversaire sur Twitter comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, à vous abonner aussi à la chaîne Twitch, comme ça vous aurez les notifications quand je commence à streamer, ça arrive directement, vous aurez la petite notif. Merci du fond du cœur pour tout. Le bouton Wonder, oui, j'avais oublié. Mon bouton Wonder donc, que je voulais utiliser, vous parlez des yachts. Imaginez, demain,
vous avez plein de sous, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous donnez une grosse somme à des associations caritatives, puis il vous en reste, vous vous faites un petit plaisir, vous voulez emmener votre ami, comme la jeune personne qu'on a vue tout à l'heure qui était sur la banquette là, faire une petite croisière, eh bien vous achetez le yacht qu'on a vu là, et là vous êtes obligé, dans votre tête, il y a ça. Ça, c'est le moment où vous montez sur votre yacht la première fois et voilà, vous êtes avec des amis, vous êtes en bonne compagnie. Et là, dans votre tête, ça fait ça. Bon, après, à mon avis, un bateau comme ça, avec l'entretien, le carburant, le personnel pour le faire fonctionner, c'est beaucoup de soucis. Mais il y a un moment, il y a le moment où vous montez pour la première fois sur le yacht, voilà, et vous êtes dans la promesse de trucs sympas qui vont arriver, ça fait ça. C'était ça mon bouton Wonder. Bonne journée, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite, dans pas longtemps, en tout de suite. À bientôt dans la matinée Étienne, magnifique jeu de mots, sur Twitch. Bonne journée, à très vite.